Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent Dr Ahmed Sow. Il est ancien ministre des Mines et de l'Énergie. Aujourd'hui, il est expert international. Dr Sow, ancien ministre des Mines et de l'Énergie. Merci de cette comparution devant les Grands Jurys. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit, un plaisir renouvelé de vous retrouver. Et je crois que, en tout cas, c'est une émission que je suis régulièrement. C'est une de mes émissions favorites. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin, qui est mal en point ce soir. Abdraman, merci d'être là. Qui est mal en point, Le Témoin ou moi? Ah bon, d'accord. Vous-même, pas Le Témoin. Bon, enfin, j'ai un petit malaise et puis c'est tout, quoi. Ça ne va pas m'empêcher vraiment de bien jouer le rôle qui m'est dévolu ici, de recevoir un invité aussi idéal qu'un ancien ministre de l'énergie au moment où nous traversons une crise de l'énergie au Mali. Un expert international au moment où le Mali fait face réellement à des problématiques géostratégiques. Sinon, vous êtes en train d'anticiper cette étape déjà. Hein? Ah bon, non, je pense qu'on peut gagner du temps, non? Pas du tout. Et si on était dans la rédaction du journal le 22 septembre, on allait titrer « Quand Choguel inspire El Hadji Chana Takiou ». Chana, merci d'être là. Merci beaucoup, Barou. Ton accoutrement, il fait allusion à son accoutrement. Bien entendu. Bon, en tous les cas, Choguel est un grand frère. Oui. Il peut bien m'inspirer, mais c'est un pur hasard, c'est un cadeau que je porte pour faire plaisir à celui qui me l'a fait. Ah. En tout cas, merci d'être là. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Monsieur le ministre, votre observation sur la composition du jury? Je pense que nous sommes maintenant des habitués, je dirais un vieux couple. Et c'est toujours, comme je l'ai dit, un plaisir. J'aime bien parce qu'ils ne font pas de cadeaux. D'accord. Et ça nous pousse à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Abdraman, que vous inspire déjà? Je l'ai tantôt dit, non? Oui. Je pense que j'avais anticipé comme vous l'avez dit. Donc, effectivement, c'est notre invité, c'est un invité idéal. En tant que ministre, ancien ministre de l'Énergie, au moment où le pays traverse une crise énergétique, où il a peut-être une responsabilité pour avoir géré le secteur par le passé. Et nous avons aussi devant nous un expert international au moment où des grands enjeux géostratégiques sont sur la table ici au Mali. Et voilà, je pense qu'il pourrait vraiment éclairer l'opinion par rapport à tous ces trucs-là. C'est en cela que vraiment sa présence ici est utile et opportune. Chana? Oui, je pense que ce n'est pas Abdraman seulement qui a des malaises. Moi, je ne me porte pas si bien alors qu'on a un invité de marque. Je pense que nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour que cela ne puisse pas paraître dans la prestation de ce soir. Cela dit, j'apprends que l'invité est originaire de Ségou. Déjà, est-ce que certainement il a dû consulter ses ancêtres avant de venir? Allez-y. Sauf les sages, j'espère. Les sages de Ségou. Allez-y. Abdraman a parlé d'invité idéal. Moi, je pense que j'ai voulu chercher un autre qualificatif différent de celui d'Abdraman. Je n'en trouve pas pour le moment, mais peut-être plus bas, j'en trouverai. C'est vraiment la personnalité qui s'y, en la circonstance, en des moments pareils. On ne le présente plus à nos téléspectateurs. On sait qui est Sow, d'où il vient, ce qu'il a fait en Europe avant de venir au Mali. Et également ce qu'il a pu faire au Mali. Et dans le cadre de l'énergie, je pense que je commence à retrouver mes forces. Je pense que nous allons encore l'interpeller sur ce qu'il a pu faire au niveau du département de l'énergie et ce qu'il n'a pas pu faire parce qu'aujourd'hui, eux, les anciens ministres, sont tous quelque part responsables de la situation qui nous arrive. D'accord.
Chana qui monte en puissance déjà, hein? Avec Abdraman, avec l'invité, nous allons certainement aborder les thématiques comme Kidal, comme l'EDM. Avant déjà ça, est-ce que vous avez des questions? C'est clair, parce que depuis qu'il a quitté ici la dernière fois, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Bien sûr. Et je pense que on pourrait peut-être l'interpeller par rapport à ce que, l'interroger par rapport à ce que nous avons connu comme péripéties, à savoir le référendum. Oui. Le référendum. Qu'est-ce que vous attendiez de ce référendum en termes de vocation refondatrice, et est-ce que vous avez été vraiment satisfait de l'issue? Bon, je pense qu'un référendum, par définition, doit être consensuel. Moi, j'aurais souhaité que les autorités travaillent davantage pour essayer d'amener, je dirais, la quasi-totalité des forces politiques et des associations de la société civile. Ah, ça c'est déjà fini, ça. Tel ne fut pas le cas. Non, Parce que ça n'a pas été le cas. ça n'a pas été. C'est même rattrapable encore, ça c'est fini. Non, mais vous m'avez demandé qu'est-ce que j'en pense. J'aurais souhaité que le dialogue soit plus poussé, ouais, d'accord. Okay. Que le dialogue soit plus poussé pour qu'on arrive à un consensus, comme ce qui s'est passé lorsque ATT avait fait son référendum. Je crois que tout le monde était d'accord. Bon, qu'à cela ne tienne, en tout cas, les chiffres officiels communiqués montrent une forte adhésion. Alors, qu'est-ce que ça change? Je pense simplement que, comme dans tout texte fondamental, il y a des aspects très positifs, comme il y a d'autres qui sont peut-être où on est peut-être resté un peu sur notre faim. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu un glissement, à mon avis, léger vers un régime un peu plus présidentiel. Alors, mais qu'à cela ne tienne, tout va dépendre maintenant des institutions qui seront mises en place et du rôle que ces institutions jouent. Parce qu'en réalité, les textes sont ce qu'ils sont. C'est l'application et c'est les hommes qui l'appliquent qui peuvent donner un certain poids au texte ou pas. D'accord, allez-y, Chana. Oui, monsieur le ministre, aujourd'hui, partout au Mali, il y a l'euphorie. Les populations sont ravies, contentes de voir l'armée nationale. Chana, nous sommes dans les questions de généralité. Oui, ça c'est l'actualité. On n'est pas encore arrivé à ça. Si, c'est l'actualité. On devait même commencer par ça. Parce que c'est l'actualité brûlante. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'est pas nouveau par rapport aux généralités, tout ça là. Moi, je continue sur Kidal. Hein, monsieur le ministre, il y a une euphorie. Quel sentiment vous anime en ce moment? Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, quel est votre sentiment par rapport à la situation? Sécuritaire, bien sûr. Bon, il y a une satisfaction générale. Tous les communiqués des partis politiques, des associations félicitent les autorités de la transition et surtout l'armée, les FAMA, pour avoir reconquis la localité de Kidal. Je m'associe à ces félicitations et je pense que maintenant, c'est à partir de maintenant que le plus difficile va commencer. Et ce qui s'est passé dénote un certain nombre de choses. Je pense que les autorités qui nous dirigent aujourd'hui, en réalité, sont des hommes de terrain. Des hommes de terrain. Ce sont des hommes de terrain. J'emprunte la qualification à feu du président Amadou Toumani Touré, dont je m'incline devant la mémoire, puisqu'il y a quelques jours seulement, le 10, on a célébré le 3e anniversaire de son décès. Et c'est lui qui me disait que la plupart de ces jeunes ont eu leur galon sur le terrain. Donc, il y a un certain nombre de mesures qu'ils avaient prises sur lesquelles on pouvait s'interroger. Bon, le fait de mettre fin à l'opération Barkhane, le fait de demander à la MINUSMA de partir,
pouvait susciter un certain nombre d'interrogations. Oui. Mais en définitive, le temps leur donne raison, puisque les résultats sont là. On pourrait parler de ce qu'on appelle la montée en puissance de l'armée malienne, qui n'est pas seulement l'illustration de ce qui s'est passé à Kidal, mais il y a un certain nombre d'indices qu'il faudrait regarder, notamment le nombre d'attaques, d'attentats, quand même, qui ont assez diminué. D'accord. Et voilà. Donc on pourrait défoncer la porte, hein, allez-y. Ok, défoncer la porte, ouais. Et monsieur le ministre, est-ce que ce que vous dites, c'est à quoi vous vous êtes associé, et qui me paraît être quelque part vraiment une sorte de conformisme vis-à-vis de ce que Chana a appelé euphorie, ne s'est pas déroulé sur fond de frustration d'un pan entier de Kidal? Est-ce que cela n'entraînera pas, ne posera pas les jalons de crise à venir, alors que il y avait l'alternative qui consistait peut-être à gérer cette situation de retour à Kidal par le dialogue? Oui, moi je suis de l'école, encore une fois, de ATT, qui disait que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de l'éviter. Alors, maintenant, il faut être deux pour faire la paix. Alors, nous ne sommes ni vous ni moi dans le secret des dieux pour savoir s'il y a eu des négociations sérieuses, s'il y a eu des ruptures, s'il y a eu des maximalistes d'un côté, des va-t-en-guerre de l'autre. Ça, on n'a pas ces éléments-là. Et comme je vous ai toujours dit, moi, je parle en connaissance de cause. Maintenant, le problème, une chose est de conquérir Kidal, et je pense que la question maintenant essentielle, c'est et demain. Qu'est-ce qui doit être fait demain? Et je pense qu'on va s'apaisantir sur ça, parce que ce qui est fait. On n'y reviendra pas. Peut-être qu'il aurait fallu négocier davantage, mais apparemment, il y avait des blocages. Alors, s'il y a des blocages et que cela se traduise par des confrontations, on peut peut-être trouver que c'est dommage, mais peut-être qu'il y avait des contraintes aussi. Donc, je suis prudent sur cette question-là, parce que je vous ai toujours dit, vous vous souvenez quand on avait parlé de montée en puissance de l'armée, etc. Et je vous avais dit, mais moi, je ne peux pas parler de montée en puissance de l'armée ou pas, parce que je ne suis pas sur le terrain, je n'ai pas les éléments pour apprécier. Maintenant, j'ai un certain nombre d'éléments sur lesquels on pourrait échanger. Pour se résumer, je dirais que nous sommes face à une situation où toute la classe politique, et ça c'est important à mes yeux, toute la classe politique a félicité l'armée nationale. Toutes les associations, je n'ai pas vu une seule voix discordante pour le moment. Et que, de ce point de vue, c'est salutaire que les Maliens se retrouvent. Mais par contre, le plus important... Sauf que les Maliens se retrouvent en excluant d'autres Maliens. Il y a quand même un important appel. Adrien, s'il vous plaît, il a parlé de voix discordantes. On a vu cette réaction de docteur Omar Mariko, quand même, qui est une voix très respectée dans le milieu politique. C'est même pas ça. Moi, ce qui paraît beaucoup plus inquiétant, c'est qu'en réalité, ça s'est fait quand même en excluant d'autres Maliens du processus. Et ce que vous avez dit, ça peut se comprendre. Mais est-ce qu'en réalité, on n'a pas choisi l'option militaire parce qu'on a renoncé à l'accord depuis longtemps? Parce qu'il y a plus longtemps, des voix se sont élevées, y compris au niveau des plus hautes institutions, pour parler de relecture de l'accord, d'application, tant et autres là. C'est parce que c'est une option que nous avons faite. L'option, c'était de pouvoir récupérer Kidal par la voie de l'application de l'accord. Par la voie de effectivement. Sans passer par l'accord. Pour le moment, aucune des deux parties n'a dénoncé l'accord. Oui. On est bien d'accord sur ça. Alors, maintenant... Si, pourtant... Qui? Le Premier ministre a tout dit que la relecture de l'accord, c'est une forme de dénonciation. Non, même la semaine passée, le Premier ministre a tendu la main aux gens de Kidal. Ouais, mais par le passé... Abdraman, ce qui est constant, aucune des parties n'a dénoncé. Je dis par le passé, quand on parle de relecture de l'accord contre la volonté de l'autre partie, c'est une forme de dénonciation de l'accord. Ça, c'est une interprétation. Allez-y. C'est une évidence. Oui, pas une interprétation, c'est une évidence. Allez-y. Alors, l'accord d'Alger... l'application de l'accord d'Alger a toujours posé des problèmes. N'oubliez pas que c'est un accord qui a été signé en 2015, d'accord, en 2 temps. Et que
tous nos partenaires à l'époque nous ont poussés à la signature de cet accord et que le gouvernement d'alors était bousculé pour qu'il applique l'accord. Seulement, l'accord n'était pas applicable en réalité parce que l'accord stipulait qu'il y aurait un président de région. Ce président serait élu au suffrage universel, qu'il aurait une assemblée régionale, il aurait son budget régional, il aurait les forces de police, de gendarmerie. Il n'y a que l'armée qui les gouvernements régionaux. Un gouvernement régional, ça s'appelait fédération. Une fédération. C'est une fédération. Donc, il fallait, je termine, il fallait passer par un référendum. Et c'est ce que le régime ancien a voulu faire ce référendum et il y a une partie des Maliens qui ont dit non, ante abano. Oui. Donc, à partir de là où il n'y avait pas eu ce référendum, l'accord n'était pas applicable. D'accord. Pour le moment, Oui. quand on regarde, même nos partenaires les plus proches, que ce soit la Russie ou la Chine, ont demandé qu'on applique l'accord d'Alger. Maintenant, l'accord même à son sein prévoit des mécanismes de révision. Effectivement. Alors, donc, vous savez, les parties sont d'accord. Je termine. Le problème du Nord est un problème complexe, très complexe, où il y a des contradictions entre les communautés mêmes. C'est clair. Et qu'il faut absolument d'abord résoudre. Sinon, on peut passer notre temps à négocier. Dieu seul sait que ATT a négocié cette affaire-là. Il a tout fait. Mais ça ne s'est pas réglé. Donc, à un moment donné, quand on veut négocier, comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Allez-y, Chana. Oui, une question de temps. La meilleure façon d'éviter la guerre. Vous disiez tout à l'heure que ATT a tenté à négocier, il n'a pas pu réussir la négociation. L'ancien président Konaré, il a négocié, il a pacifié le pays avant de partir. Et c'est malheureusement avec ATT que la belligérance a commencé avec la rébellion de 2006, où il y a eu Tagargaret. ATT a tenté de reprendre la main en vain jusqu'à ce que ce qui doit arriver arriva. Est-ce que vous il va poser la question d'abord. Donc, Alpha a réussi à pacifier le pays. Ça a échappé à ATT. Et pourquoi et comment ATT n'a pas pu maintenir cette cadence laissé par Alpha Omar Konaré? Bon, pour que Alpha arrive, il a fallu faire une guerre. N'oubliez pas. Et que Bahanda, même qui était à la tête, fut jusqu'à aller en Libye. Donc, quand on négocie, alors que les rapports de force nous sont favorables, il y a la paix. Mais quand on négocie en position de faiblesse, il n'y a pas de paix. Là, les hostilités continuent. Si vous regardez l'histoire de cette rébellion, ça a toujours été comme ça. Autant de Modibo Keïta, quand il est parvenu à changer les rapports de force, il y a eu la paix. Autant de Moussa Traoré, idem. Donc, aujourd'hui, c'est pour cela que moi, je suis relativement optimiste en disant que... Parce qu'on peut parler de paix quand ça rebondit périodiquement. C'est le problème. Modibo a maté la rébellion, il n'y a même pas eu de négociation. Il n'y a même pas eu d'accord avec on parle de gestion laxiste. Et ça risque de rebondir encore avec cette façon de gérer la situation. Ça risque de rebondir encore. Alors que vraiment, nous avons besoin d'une paix durable et non pas... Alors, posez-moi la question, comment je vois la situation et qu'est-ce qui peut être fait. J'ai dit la question parce que vous dites que j'avais rebondi sur la question concernant ATT, qu'il a tenté de négocier, il n'a pas pu, tous les autres n'ont pas pu réussir la négociation. Et moi, j'ai rebondi en disant que Konaré a réussi la négociation. Il a pacifié le pays avant de partir, mais son successeur n'a pas pu maintenir la situation laissée par Konaré. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que vous êtes un grand enfant, si je peux le dire. Sinon, quand même, chaque fois, vous avez des références par rapport à ATT. Qu'est-ce qui a fait qu'ATT n'a pas pu continuer dans le sillage de la réussite de Konaré? D'abord, il faut bien savoir que les situations ne sont pas fusées et que les contextes, il faudrait toujours analyser dans un cadre dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous parlez de la rébellion de 2012. 2012, c'est une des conséquences de l'explosion de la Libye.
Avant, il y a eu Avant 2006, 2012, il y a eu 2006. Ouais, un premier, Sanctionné par l'accord d'Alger. L'accord d'Alger qui Bien n'a pas été appliqué, effectivement. Qui n'a pas été respecté. Non, mais alors, ça, c'est clair que c'est un problème récurrent dont, pour moi, le fait principal, d'abord, tient aux contradictions entre les communautés et, deuxièmement, à l'évolution des rapports de force. Et que, si nous voulons arriver à une paix définitive, et c'est de ça vraiment que j'aimerais parler, allez-y. Parce que il faudrait d'abord que nos frères qui sont au nord comprennent qu'il n'y a d'avenir que la paix. S'ils veulent l'intérêt de leur population, s'ils veulent le développement de leur région, qui renferme d'énormes potentialités, qui m'a même amené lors d'une réunion des cadres à Kidal de dire que pour moi, le développement du Mali pourrait partir du nord vers le sud. Donc, d'énormes possibilités et que les populations même sont fatiguées de ces rébellions-là, que les populations aspirent. Vous les prenez pour responsables de la belligérance actuelle alors. Je ne, encore une fois, dès lors que moi je n'ai pas les éléments de condamnation, je n'ai pas les éléments, je ne dis pas que c'est la faute de X ou de la faute de Y. Monsieur le ministre, je constate que vous ne répondez pas à ma question. Non, mais attendez. Le parallélisme que je fais entre Konaré et ATT, dans le sillage, qu'est-ce qui a fait que ATT n'a pas pu maintenir? J'avais commencé à répondre. Hein. Oui, continuez. Je vous ai parlé de contexte qui évolue et des réalités qui ne sont pas figées. Et que ce qui s'est passé en 2006 est certainement dû à une erreur d'appréciation parce que ATT avait beaucoup travaillé avec une partie des communautés et que les autres ne sont pas contents. Vraiment, je voudrais pas, parce que je pense qu'il faudrait qu'on essaie de fusionner, de faire l'unité nationale, mais sinon vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il y a une communauté minoritaire qui avait toujours la chefferie et qui est contre même le fait républicain, parce que la République, c'est un homme, une voix. Et que de ce fait, ce qui constitue la majorité est plus ou moins républicaine. Et donc, le problème, quand on négocie avec telle famille, avec tel chef de tribu, qu'on a fini, qu'on pense qu'on a gagné la paix, les autres se disent, mais attends, et nous, il nous prend pour qui? Ça, c'est un. Deux, il faut voir les enjeux les enjeux ou les facteurs exogènes. Nous parlons du Sahara. Le Sahara a un enjeu géostratégique très important. Premièrement, si vous regardez Kidal, Taoudémi, Ménaka et autres, ce sont toutes des localités qui sont situées entre 2000 et 3000 km de certaines capitales européennes. Imaginez des forces hostiles qui peuvent envoyer des missiles balistiques qui font 10 000 km. Donc, il y a, je dirais, une certaine peur de l'Occident, surtout, ou des pays européens, pour dire qu'il faut qu'on ait une certaine maîtrise de cette zone. Un. Deux, il y a les enjeux, je dirais, concernant les narcotrafiquants. Le Sahara demeure aujourd'hui l'une des rares régions où il n'y a pas de contrôle absolu sur les routes de la drogue. Nous-mêmes, ça ne nous concerne pas directement parce qu'on ne produit pas, nos enfants en consomment très peu, ils n'en ont même pas les moyens, et que, par contre, on nous demande de nous impliquer, de nous battre, on a dit donnez-nous les moyens. Ensuite, c'est aussi la route une certaine route de l'immigration, sans compter toutes les potentialités minières de la région. D'accord. Donc il y a un enjeu géostratégique qui fait que lorsque une puissance n'est pas contente, elle peut financer une rébellion. Vous avez parlé d'erreur d'appréciation. Je pense que oui, il y a certes eu une erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation, c'est qu'on a pensé qu'on pouvait beaucoup s'appuyer sur la Libye en 2006 pour résoudre la crise. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Je pense que vous étiez au gouvernement lorsque cette horde-là est venue de la Libye. Oui. Ils ont été désarmés au Niger. Au Mali, ils ont été accueillis. À la tête, je pense qu'une délégation où il y a Sidiki Konaté et bien d'autres ministres, le gouvernement est allé leur dire vous avez quitté
quelque part, vous êtes chez vous avec, je pense, 50 millions de francs CFA, qui a contribué à favoriser la rébellion suivante. Mais cela dit, ATT avait initié un projet de développement, le PES-PESDEN, pour le Nord à l'époque. Il avait fait le forum de Kidal. J'avais couvert ce forum-là. Beaucoup de projets ont été initiés. Le PES-PESDEN a commencé à être mis en route avec beaucoup de projets de développement. Tout à fait. Et malheureusement, c'est au moment de mettre en œuvre le PES-PESDEN que les rébellions encore commencent. Qu'est-ce qui explique sérieusement cette situation? Ce que vous ne voulez pas dire qu'Abdraman a dit, les acteurs même de Kidal, quelque part, ils ne sont pas responsables de leur sous-développement. Ils ne sont pas responsables. Je vous demande, je vous pose la question, est-ce que les acteurs de Kidal eux-mêmes ne sont pas quelque part responsables de leur sous-développement? D'accord. Je vous pose la question. Non, je vais vous répondre. D'abord, là, il y a deux facteurs que vous abordez. Il y a les aspects sécuritaires et il y a les aspects de développement. C'est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans paix. C'est ce que... je ne suis pas là pour qu'on fasse un procès de ATT. Non, mais par contre, c'est que... Hommage à ATT, il a fait des choses intéressantes. Voilà, ce que je pourrais dire, et que ATT même a dit, c'est que quand les gens disent qu'on n'a pas mis le paquet pour le développement du Nord, c'est faux. ATT l'a dit clairement. Tous les moyens ont été mis. Seulement, et ça fait partie des erreurs d'appréciation, c'est qu'on a voulu donner la responsabilité de ces projets aux communautés et aux autochtones, si vous voulez. Et c'est là où les populations n'ont pas vu la couleur de l'argent. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis dans le développement. Mais on a donné tout ça qu'à des ressortissants de la partie septentrionale de notre pays. Et les populations n'ont pas vu. Très plus même. Les projets même de l'État, quand on voulait faire des forages, le lendemain, les équipements de forage disparaissaient. Ça, c'est une réalité. Donc, et il est clair que la question concernant le développement relève beaucoup de la responsabilité des responsables de la... Allez-y, Abdraman, pour sortir de cette thématique. Cette question pour dire, pour élever l'utilisation et l'exploitation qui pourrait être faite de la prise de Kidal. Nous savons, en écoutant par-ci par-là, en voyant par-ci par-là les manifestations pro-Hachimi et autres, que Kidal ouvre la voie peut-être à un retour à l'ordre constitutionnel et que ça met un peu de l'eau au moulin de ceux qui voudraient voir Assimi Goïta comme leur porte-drapeau. Comme leur candidat, si vous voulez, Abdraman. Je sais que vous êtes toujours insurgé contre ça et vous l'avez souvent conseillé de ne pas écouter ces sirènes-là. Est-ce que vous maintenez cette position qu'il ne doit pas écouter ces sirènes et vraiment organiser des élections sans être arbitre jugé parti. Voilà, fondamentalement, arbitre et joueur à la fois. Mais fondamentalement, je pense que c'est son intérêt. Il pourrait sortir par la grande porte de l'histoire en organisant des élections transparentes, crédibles, inclusives, apaisées et en partant. Et comme je l'ai souvent dit, il peut faire le ATT. L'analyse que j'avais faite récemment chez un de vos collègues, le titre était Assimi, le dilemme entre le général Moussa Traoré et le président ATT. Il a deux voies. Ou il reste au pouvoir et ça risque de se terminer par un régime très fort, pour ne pas utiliser d'autres termes, autoritaire. Voilà, autoritaire, et faire comme le général Moussa Traoré l'a fait, ou bien il peut s'inspirer de l'exemple de ATT, organiser des élections. Il est jeune, il n'a que 40 ans, et puis ensuite se préparer éventuellement. Il n'y a pas une troisième voie? Laquelle? D'être candidat lui-même. Non, mais c'est ce que je le déconseille. Je lui ai dit que moi, je le déconseille fortement de vouloir être candidat maintenant. Il organise des élections crédibles, sans lui-même,
et puis qu'il se prépare et qu'avec la popularité avec laquelle il part, il y a toutes les chances qu'il revienne. Vous semblez dire tout de suite que les militaires ont raison de chasser la MINUSMA. Ils ont raison de chasser la France. Ils ont raison de chasser Barkhane parce que Kidal est dans le sillage du Mali. C'est ma compréhension dans exacte. le giron du Mali, finalement. Hein. Non, alors expliquons-nous bien là-dessus. Oui. Et j'ai dit que au moment de cette décision-là, il y avait des points d'interrogation. Et que maintenant, quand on regarde les faits, L'histoire leur a donné raison. Déjà, Voilà les a ce donné que raison. vous avez dit comme phrase. Oui, l'histoire leur a donné raison. Cela veut dire, c'est ça. Cela veut dire que tant que la MINUSMA était là, tant que Barkhane était là, Kidal ne serait pas dans le giron du Mali. alors, je ne peux pas parler de l'aménagement parce qu'il faudrait qu'on parle du mandat de l'aménagement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsque Barkhane était là, vous savez, une armée, quand elle vient vous aider à reconquérir votre territoire, il faut qu'elle vous aide et chose pour vous asseoir sur votre territoire et puis repartir. Au bout d'un certain temps, ça devient comme une armée D'occupation. Et même beaucoup d'analystes français reconnaissent qu'il n'aurait pas fallu transformer Serval à Barkhane et rester plus de 3 ans, 4 ans. Il fallait former l'armée malienne, il fallait permettre à l'armée malienne de s'équiper et pour que l'armée malienne assure son rôle. Ça n'a pas été le cas, premièrement. Deuxièmement, il est vrai qu'il y a eu, pour les hommes de terrain, un certain nombre de reproches qui pouvaient être faits aux Français parce qu'ils menaient des opérations alors que l'armée malienne n'était pas au courant. Quelle était l'utilité même de la MINUSMA? Parce que la Alors, MINUSMA la n'aidait MINUSMA pas le Mali à conquérir Kidal et rien. Et elle est comme un spectateur, une spectatrice, j'allais dire. La MINUSMA a eu 2 mandats successifs. Il y a un premier mandat où il était stipulé clairement que la MINUSMA devait aider les autorités maliennes par tous les moyens pour préserver l'intégrité territoriale du Mali. Ça a été la première mission de la MINUSMA. Et vous vous souvenez que lorsque les forces maliennes et nos partenaires avaient attaqué la drave des Ivocas, que les Tchadiens avaient payé un lourd tribut dans ça. Donc il y avait une partie prenante dans la guerre. Maintenant, avec les accords d'Alger, c'est là où le mandat de la MINUSMA a été changé pour que la mission de la MINUSMA consistait à l'application de l'accord d'Alger, à être une sorte de force de tampon entre les deux. Donc ce qui fait que aussi bien la partie des rebelles signataires de l'accord d'Alger que le Mali avait le même poids devant la MINUSMA. Donc, et ça, pourquoi? Parce que j'ai toujours dit qu'il faut négocier lorsque les rapports de force nous sont favorables. Nous avons fait une erreur. J'ai parlé tout à l'heure d'erreur d'appréciation de mon grand frère ATT, mais il y a eu mon autre grand frère Ibeka qui a fait de lourdes erreurs. Parce que quand Serval avait, avec l'armée malienne, reconquis toutes les grandes villes, à l'exception de Kidal, on n'a pas voulu qu'on rentre, le grand frère Ibeka, dans l'euphorie de la victoire, a gelé les négociations pendant 1 an. Vous vous souvenez que Tchéblin Dramé avait été à Ouaga, qu'il avait eu. Ce qui a permis l'élection présidentielle. Ce qui a permis l'élection présidentielle et que cet accord était très favorable au Mali. C'est clair. C'était vraiment stupide. c'est la faute d'Ibeka, effectivement. Vous êtes d'accord? S'ils appliquaient l'accord de Ouaga, on ne serait pas là. Donc on est bien d'accord sur ça. Et il a gelé. Et il a fallu... L'accord de Ouaga, c'était une parenthèse, c'était pour organiser les élections. C'était Pas seulement. C'est ça que c'était l'accord il y avait intérimaire, ça ouvert la voie à autre chose. Il y avait même un chronogramme précis de ce c'est qui clair. devait être fait. Sauf que le grand frère a dit non. Non, il qu'il faut ne qu'il négocie dépose, pas avec des gens il faut qu'il dépose les armes, qu'il n'y a plus de personne ne doit en Il a parler. joué la surenchère et Voilà. puis nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Résultat, il y a eu le malheureux incident de Kidal. D'accord. Où 2014. Boubé avait eu la vision de ne pas y aller. Et à partir de là où... Et il a été sanctionné pour ça. Par l'opinion. Pas le chef de l'État, il a été limogé. Mais il a été réhabilité après. Mais il a été limogé quand même. Il a été réhabilité, le temps lui a donné raison. Et il n'empêche que c'est à l'issue de ça que
les rebelles ont pris conscience parce qu'ils pensaient vraiment que l'armée malienne avait été reconstituée qu'avec les formations de l'Union européenne, etc., voilà. Qu'on était fort et ils avaient accepté l'accord de Ouaga. Mais quand on a été à Kidal et que ça s'est mal passé pour nous, ils ont pris conscience de leur force et là, ils sont rentrés dans la Maintenant, l'armée malienne est à Kidal, nous sommes en position de force. Quelle possibilité de négociation? Est-ce qu'une négociation est possible? Tout à fait. D'abord, il faut bien savoir que bon nombre des partis signataires de l'accord n'ont pas pris part à la guerre de Kidal. Et certains ont même dénoncé cette guerre-là, position maximaliste de leur... Comme le mouvement pour le salut de Yaouzawad, par exemple. Voilà. Maintenant, moi, je crois... les principaux protagonistes, alors, les autres sont vraiment des mouvements additifs. Après, les principaux protagonistes réellement ne sont pas... Voilà, c'est clair. C'est ça le principe. Quoi qu'il en soit, maintenant que Kidal a été repris, et il faut maintenir, il faut installer très rapidement le retour de l'État. Je pense que le gouverneur a pris un certain nombre de mesures. Il faut que les infrastructures de base reviennent, tournent, écoles, centres de santé, administration, etc. Ça, c'est très important. D'accord. Premièrement. D'accord, allez-y. Deuxièmement, je pense que il faudrait que nous puissions engager un véritable dialogue. Un véritable dialogue qui va se faire, je pense, dans un contexte plus favorable. Pourquoi? Parce que, vous savez, la guerre aujourd'hui, elle est essentiellement technologique. Et la réalité est que l'armée malienne a un avantage parce que l'armée malienne contrôle le ciel. Absolument. Et que nous avons des drones, nous avons des radars. Donc, il y a une question qui avait été posée tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu, pourquoi les gens ont quitté la Libye pour venir. Mais aujourd'hui, les mouvements peuvent être détectés et détruits. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui est favorable. Et que, en ce moment-là, il faudrait qu'on explique et qu'on insiste et qu'on réexplique à nos frères que la solution de la guerre... Pourvu de ne pas détruire... Allez-y. Que cette solution, qu'il n'y a pas de solution par la guerre. Il n'y en a pas. On a dit depuis les années 60, on est dans ça. Quand on essaye quelque chose, pendant 50 ans, 60 ans, au bout de là, il faudra se poser la question. Est-ce qu'il ne faut pas changer? Donc il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a d'avenir que la paix. D'accord. Et qu'on engage des négociations. Et ce qui est aussi important, c'est que quand on gagne une guerre, il faut être humble. Il ne faut pas se taper la poitrine et il faut négocier. Alors, ce n'est pas notre cas. Parlons à présent les négociations, on peut les engager dans combien de temps? Est-ce que l'État doit attendre encore ou il faut... Il faut stabiliser. Il faut stabiliser et il faut engager immédiatement les négociations si c'est possible. Allez-y, Abdraman, pour aborder la question de l'EDM. Effectivement, nous faisons face à une crise énergétique sans précédent. Peut-être sans précédent, il y en a eu certainement par le passé. Et justement, vous avez été ministre de l'énergie, de ce secteur-là. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce que nous sommes en train de vivre comme délestage et quelle pourrait avoir été votre responsabilité dans ça? Bon, la crise actuelle, il ne faut pas l'imputer à un gouvernement. C'est l'aboutissement d'un processus. C'est l'aboutissement d'un processus dont nous avons tous notre part de responsabilité. Il y a des problèmes structurels importants. C'est que notre mix énergétique n'est pas adapté aux besoins du pays ni aux possibilités du pays. C'est ça le fond du problème. Bon, moi je suis venu trouver une situation et j'ai essayé de miser. Il y avait le barrage de Sélingué, il y avait le barrage de Manantali, et dans le cadre de l'EMPS, j'ai mis ma petite force pour qu'on puisse avoir le financement de Férou et de Gouinan. Alors, parce que pour moi, l'hydroélectricité était la meilleure voie pour nous. Pourquoi pas le solaire? Parce que le solaire était très cher. Les panneaux photovoltaïques étaient très chers. À l'époque, oui. Voilà, à l'époque. Et puis leur rendement énergétique... La Madère, je me rappelle. Et leur rendement énergétique
était faible. Faible, ouais. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la situation a complètement changé en ce qui concerne le solaire. Donc, pour moi, il faut faire du tout solaire. D'autant plus que l'hydroélectricité aussi a montré ses limites face au réchauffement climatique. On a peu d'eau. Et il y a des risques énormes. Et ça, on n'en parle pas suffisamment de l'achèvement du fleuve Niger. Et la solution, on pourrait en parler, c'est de travailler avec nos frères de Guinée pour faire le barrage de Fomi. Parce que le barrage de Fomi, si on fait le désassemblement du fleuve, qu'on enlève les algues, le barrage de Fomi pourrait permettre d'avoir de l'eau toute l'année sur la portion depuis le Fouta Djallon jusqu'à Sotiba. Il faut renforcer le barrage de Sotiba de façon à ce que le barrage de Sotiba pousse l'eau. À partir de Sotiba, ça ne continue pas? Ça va, à partir de Sotiba, on pousse l'eau jusqu'au barrage de Kenya qui est en cours de construction, à côté de Kouloukoro. Et le Kouloukoro, on pousse l'eau de Kenya, on pousse l'eau jusqu'à Markala. Il faut renforcer aussi le barrage de Markala. Ensuite, il faut pousser de Markala à Tausa. Une fois que Tausa sera construit, et ensuite on va aller à Kandadi au Niger et à Kandi au Nigeria. Et ça, c'est fondamental. C'est une question même de survie face au réchauffement climatique. C'est fondamental ça. C'est pour cela que moi, quand j'étais aux affaires, j'avais créé même au sein de mon département une cellule FOMI. Et je vous assure qu'on avait plus d'expertise que nos frères de Guinée. D'ailleurs, quand Kabine Koumara était arrivé Premier ministre, il m'avait invité pour que je travaille avec son gouvernement pour se battre. Le seul problème qui reste aujourd'hui, toutes les études sont faites, l'étude environnementale et sociale est faite, c'est qu'il y a 75 000 ménages qu'il faut déplacer. Parce qu'une fois qu'on va construire le barrage, le lit du fleuve va s'agrandir et du coup, il faut déplacer les populations. J'avais demandé à Alpha Condé à son temps de me confier une mission pour organiser une table ronde pour uniquement le financement du déplacement des populations. Bon, Donc, il est vous passé n'avez pas parlé de structurel de problème. Ok, voilà. Donc, le mythe énergétique aujourd'hui, le problème, c'est qu'à un moment, le thermique était une énergie d'appoint. C'est-à-dire c'est que lorsqu'on n'avait plus, on n'avait pas Monantali, on n'avait pas Silengue, etc., qu'on faisait appel. Maintenant, le thermique représente presque 60% du mix énergétique. Et c'est extrêmement cher. C'est quoi, 325 millions de litres. Quand on écoute le ministre actuel, l'actuel ministre, ce n'est pas ce qu'on entend comme problème d'énergie. On entend plutôt des problèmes comme les vols de carburant, des mauvaises gestions de la société, au-delà. Vous avez été là-bas. Quelle est votre appréciation de la gestion que nous a amené à ce point? Alors, moi, je parlais de problèmes structurels partagés, mais je ne veux pas dire que je sois comptable des problèmes de gestion actuels. En mon temps, j'avais une très bonne équipe, dont l'actuel DG, qui était directeur commercial en ce moment, et nous, on avait dans l'année au maximum 5-6 jours, quand on additionnait toutes les coupures. Et il y avait aussi une pression politique, parce que dès qu'il y avait un délestage, le président m'appelait, moi j'appelais JT, le directeur général. À un moment, quand le président m'appelait, je lui disais, bon, j'appelle le DG, et puis je vous reviens. Il était tellement pressé que finalement, moi, il m'a mis de côté. Quand il y avait un délestage, il appelait directement JT. Donc, on avait moins. Et je n'ai pas connu ces grands scandales-là dont Mme la ministre a fait allusion. Est-ce à dire qu'à votre temps, on ne subventionnait pas EDM? Ah si, alors ça c'est le deuxième problème structurel. Le deuxième problème structurel, c'est que EDM va à perte. On produit le Coran, je crois, si on met tous les coûts additionnels, je simplifie, autour de 200 francs CFA, on le vend à 130. Sur chaque kilowattheure vendu, il y a au moins 50-70 francs CFA qui est perdu. Je ne connais pas d'entreprise au monde qui peut survivre. Alors, l'État dit, bon, moi je subventionne. Est-ce que l'État subventionne la totalité de ses pertes? 1. 2. Est-ce que ces subventions sont payées à temps? Tout ça, c'est des problèmes. Et est-ce que l'État même paye? Moi, je me souviens avoir menacé le président Nyong'oula en disant que si l'Assemblée nationale ne payait pas l'électricité, je coupais. Donc, menaçant guillemets, parce qu'on ne menace pas un grand frère. Bon, donc c'est vous dire que
cette situation actuelle de management, ça c'est quand même, à mon avis, assez facile à résoudre. Il faut prendre les brebis galeuses, les mettre de côté, les juger et donner l'exemple. Effectivement, monsieur le ministre, aujourd'hui, si on vous amenait à la tête de ce département, qu'est-ce que vous allez faire concrètement et dans l'immédiat pour résoudre ce problème? En précisant que je ne suis pas candidat. Une hypothèse. Voilà, travaillons sur l'hypothèse. D'abord, je vais négocier avec l'État. Je vais demander à l'État de me permettre de renégocier ma dette, les 600 milliards. Il y a des organisations qui sont spécialisées dans la renégociation de dettes. Absolument. Dans le rachat. Oui, dans le rachat même des dettes. Donc, je vais aussi, et ça va peut-être choquer quelques nationalistes de dernière minute, je vais ouvrir le capital parce que j'ai besoin d'argent frais. Voilà. Pas forcément aux privatisation. Pas forcément aux Occidentaux. Il y a des pays qui sont bien. Il y a la Malaisie, il y a l'Indonésie, il y a la Turquie, etc. Je vais chercher de l'argent frais parce que pour moi, toutes les sociétés où l'État est totalement majoritaire ou 100% majoritaire ne fonctionnent pas bien. Le problème, ce n'est pas EDM seulement. C'est l'ensemble des EPIC. Donc, il faudrait reconsidérer notre système et il faut donc permettre ça. Ensuite, deuxièmement, je vais faire une évaluation. Je vais faire une évaluation en matière de gestion. Par exemple, quand Madame la ministre dit que 59 ou 49 citernes ont disparu, ça veut dire qu'il y a un système simple de tracking. Un système simple de tracking, c'est-à-dire c'est comme DHL. Vous mettez, il y a des plateformes qui fonctionnent comme ça, où depuis la licence d'importation jusqu'à l'entrée du Le Conseil camion, malien des chargeurs avait proposé ça avec Baba Leidaou, mais le gouvernement l'a refusé pour... Je ne sais pas pourquoi. Et donc, il y a des systèmes, et on est capable de dire exactement il y a combien de citernes ici, il y a combien qui sont sortis, il y a combien qui ont consommé. Ça, c'est le tracking. Ouais. Comme votre lettre DHL, on vous donne un numéro, vous tapez, vous savez où se trouve votre lettre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre rapidement en place. Et il faudrait évaluer aussi cette pléthore de personnel. N'en déplaise aux syndicats qui m'en excusent. Et qu'on voit ce qui est réellement utile, ce qui ne l'est pas. D'accord. Chana, pour votre dernière Et question. je dirais en ce moment au gouvernement qui me laisse la liberté de fixer mes prix. Oui. Et je ferai une politique aussi pour permettre aux gens qui ont les moyens de ne pas dépendre de EDM. Vous pouvez, avec 3 millions, 4 millions, aujourd'hui installer des panneaux solaires et ne plus avoir de soucis. Je parlais même aujourd'hui... L'autonomie énergétique. Votre autonomie énergétique. Aujourd'hui, il y a des systèmes qu'on appelle plugins où vous prenez des panneaux et c'est pré-installé. Vous les installez, vous mettez à votre prise, ça fonctionne. Donc, tous ceux qui ont les moyens, il faut les amener à aller vers ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'ouverture du capital d'EDM. ATT avait tenté ça avec la cogestion. Il avait amené une entreprise, je pense, française. Mais très vite, cette entreprise est partie parce qu'on ne l'a pas écouté ou on ne l'a pas laissé travailler pour des raisons hautement politiques ou politiciennes. Ce dossier, je le connais Expliquez-nous. assez bien. Oui. Il y avait des conflits entre la façon dont... C'est quelle société d'abord? Expliquez-nous. C'était une filiale de Bouygues à l'époque. Société française. Ouais, une société française. Donc, il y a eu des conflits, longs d'ailleurs. C'était au temps de mon ami, Ahmed Dien Semega, qui s'est beaucoup battu là-dessus. Il a même reçu des menaces à la chose. Il a tenu. Et ATT a dit, si c'est comme ça qu'il rentre. Et on avait passé une partie du capital à UPS, le groupe Aga Khan. Bon, et après, ils sont partis et le Mali est aujourd'hui 100% du capital. C'est pas ce que je vous ai dit. Pourquoi ils sont partis? Ils sont venus parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'ouverture du capital. À l'époque, déjà, ATT avait pensé. Nous étions dans une logique d'ouverture du capital. Qu'est-ce qui n'a pas réussi? La question lui est posée. Qu'est-ce qui n'a pas réussi à l'époque? Il y a une première privatisation qui n'avait déjà pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas réussi à l'époque? L'essor international avec les Québec. Ma question, qu'est-ce qui n'a pas réussi à l'époque? Parce qu'ATT avait déjà pensé à cette ouverture du capital en tentant cette cogestion. Oui. C'était pas une cogestion puisqu'ils avaient la direction... Comment on peut l'appeler alors? Ils avaient la direction financière, je croyais, la direction technique.
Comment on peut l'appeler? Bon, ça ressemble un peu à la délégation globale de gestion. Non, normalement, C'est la- il faut savoir comment une entreprise, une SA fonctionne. Si demain on crée une SA, vous pouvez être administrateur, mais vous ne pouvez pas éventuellement, parce que vous avez des actions, être associé à la gestion. Ils étaient actionnaires. Ils étaient actionnaires. Donc, Et c'est mais l'ouverture de capital. au-delà de ça, ils avaient demandé un certain nombre de postes en ce qui concerne les finances et la production. Maintenant, tout dépendait des choix qu'il fallait faire. Et je crois que le fond du problème, c'était sur les questions de prix. Absolument. C'est L'augmentation. qu'ils voulaient augmenter les prix et le Mali n'était pas d'accord. D'accord. Abdraman pour la dernière question. Allez-y. Ouais. C'est pour cela que j'ai parlé de long processus d'ailleurs. Hein. Parce que tout le problème est dans les prix. Jusqu'à présent, moi j'ai eu des problèmes avec la Banque mondiale parce que j'avais demandé 120 millions de dollars. Et la Banque mondiale m'a dit, et surtout c'était en grande partie pour la Madère, la Banque mondiale m'a dit non, tant qu'il n'y a pas une augmentation. Je suis arrivé à faire une petite augmentation au mois de décembre, mais sans que les gens ne s'en rendent compte beaucoup. Et des mots, parce qu'on va vers la fin, on a parlé beaucoup d'EDM. Mais en tant qu'ancien ministre de l'énergie, je tiens à dire que le problème du Mali ne se limite pas à l'électricité. L'électricité représente 5% dans nos sources primaires d'énergie. C'est la biomasse, le bois de feu qui représente 75%. Et ça détruit les forêts. Et ça détruit nos forêts. Ouais. Tout notre couvert végétal est en train de partir. Et ce qui fait d'ailleurs dire aux géographes, pour simplifier, que c'est les régions soudaniennes qui viennent vers les régions sahéliennes et que les régions sahéliennes vont vers les régions sahariennes. Autrement dit, c'est le désert qui vient et nous allons vers le désert, ce n'est pas le désert qui vient. Ça, c'est une hypothèque très grave aussi. Pour la vie. Donc il faut généraliser les foyers améliorés, il faut faire la substitution énergétique. Monsieur le ministre, vous éprouviez des inquiétudes par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, je me rappelle, et vous disiez que si on dépassait le cap de 2002, ce serait une catastrophe. De 2002 De 2022. Oui. De 2022, ce serait une catastrophe. Est-ce qu'on est déjà dans la catastrophe puisqu'on a dépassé le... Nous sommes en 2023. Nous sommes déjà en 2023. Alors, je crois que je m'exprimais par rapport aux sanctions. Et contrairement à ce qu'on dit beaucoup, résilience, etc., moi je dirais un peu impuissance. Parce que la résilience, ça veut dire on m'a consulté, j'ai accepté. Mais quand je subis une situation... Quand ça vous est imposé. Je le subis, donc pour moi c'est de l'impuissance. Et j'avais dit à l'époque que le prix à payer va durer peut-être 5-10 ans. Et on y est, parce que la situation socio-économique est extrêmement difficile. C'est même de la tautologie que de le dire. Bon, donc, il est extrêmement... Elle se caractérise par quoi? Si vous pouvez nous expliquer un peu la situation socio-économique. Mais vous demandez aux ménages, ils vous diront mieux que moi. Ils vous diront mieux que moi. Aujourd'hui, tout le monde crie, non? Donc, la situation est difficile, extrêmement difficile. Et il faut qu'on trouve le moyen de sortir de ça. Et il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que même si vous prenez notre budget aujourd'hui, nous avons 2000 milliards de recettes, on avait dit 2700 milliards de dépenses. Déjà 3000 ans. On est à 2900, presque 3000. Des prévisions. Des prévisions. Donc on a un gap au moins de 1000 milliards à trouver. Donc le ministre de l'économie et des finances cherche sur le marché obligataire essentiellement de l'UEMOA, levée de fonds, 1400 milliards dans l'année. Ce qui n'est pas évident parce que les autres pays... C'est un endettement. Un endettement. D'accord. On est très endetté. Quand on fait la moyenne par rapport aux autres pays, on a un taux d'endettement qui n'est pas... Donc pour régler tout ça, il faut un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Et aussi... Or on nous dit, on parle de report léger, on ne sait pas quand. Qu'est-ce que vous, en tant que politique, vous pensez de ça? Puisque je sais que... Et d'ailleurs, on sait que vous avez des projets URD par le passé. Abdraman, nous n'allons pas relancer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez 30 secondes, monsieur le ministre, pour répondre à la question. Alors, pour moi, il y avait eu un léger report sur le référendum constitutionnel. Ça a duré 3 mois. Et la justification du report est essentiellement technique, très détaillée d'ailleurs. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale,
avait vraiment commencé un très bon travail de concertation avec les forces vives de la nation. Et que celles-ci se sont plaintes du fait que n'ont pas été associés. Donc, il faut espérer que ce dialogue soit vite renoué et que s'il y a un report consensuel où la quasi-totalité des forces vives de la nation et le gouvernement sont d'accord, ça pourrait passer. Mais si c'est simplement une décision des autorités unilatérale, ça pourrait poser des problèmes. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Monsieur le ministre à présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Adraman. Ouais. Bon, je pense que vraiment nos attentes, Monsieur le Président, ont été grandement comblées. Nous avons eu en face vraiment un invité qui s'est illustré par vraiment une grande maîtrise technique des problèmes du secteur dont il a l'expérience. Nous l'avons écouté ici, il a vraiment une grande maîtrise du secteur énergétique. Il a dit des solutions immédiates et des solutions concrètes qu'il aurait fait s'il était aux commandes de ce secteur-là aujourd'hui. Donc cela prouve vraiment sa maîtrise du secteur, sa bonne maîtrise du secteur. Et par rapport aux questions politiques aussi, les questions de Kidal aussi, je pense que c'est des questions qu'il a eu à aborder avec beaucoup de franchise, suffisamment de franchise, même si j'ai quand même des appréhensions sur certaines de ses réponses, mais je pense suffisamment de franchise pour mériter, Monsieur le Président, que vous la quittez. Chana. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois dire, Monsieur le Président, que je suis séduit. J'ai l'impression que j'ai un nouvel homme devant moi, un homme neuf. Ah, il ne vieillit pas d'ailleurs. Ah, un homme neuf, il brille. Il brille, il a une bonne retraite. Il a une bonne retraite. Je disais que je suis séduit par la brillance avec laquelle il parle aisément. Son secteur. Il répond aisément aux questions. En évoquant le secteur de l'énergie jusqu'au Nigeria, on voit qu'il connaît la sous-région, la Guinée, le Niger, le Nigeria. Il connaît le domaine. Il connaît la problématique. Il a des solutions. Mon Dieu, pourquoi ne pas le consulter même s'il n'est pas intéressé par un département ministériel? C'est un expert international qui est consulté en Guinée, en Côte d'Ivoire, partout. Mais nous avons de l'or sous nos pieds. On le piétine, on va aller chercher ailleurs. Si on ne cherche même pas ailleurs, on pense qu'on est suffisant. Que non! Nous avons des ressources capables, valables dans ce pays, qui peuvent aider. Je pense qu'il faut explorer les capacités intellectuelles des cadres qui sont là. Ne pas forcément les mettre à un poste. Évoquant les questions politiques, Kidal, j'ai été séduit encore quand il parle de la question de Kidal, quand il parle de l'humilité, d'engager des négociations dans un bref délai, de ramener les services sociaux de base. Voilà une piste. Voilà une piste. C'est ce qu'il faut faire. En parlant de la politique des élections, il est prudent. Il n'est pas comme ces cadres-là qui connaissent tout et qui sont spécialistes dans tout. Ce qu'il ne connaît pas, il dit, il demeure prudent. Je n'ai pas tous les éléments. Vous voyez, avec intelligence, je n'ai pas tous les éléments, donc il ne s'avance pas beaucoup. Monsieur le Président, vraiment, nous devons le libérer parce que les Maliens ont besoin de son éclairage. Le gouvernement a besoin de son éclairage, même si le gouvernement ne veut pas le consulter, tant mieux. D'accord. Mais il éclaire les citoyens. Libérons-le pour qu'il continue d'éclairer les citoyens pour la grande compréhension des questions qui nous assaillent aujourd'hui. Je prends donc nos téléspectateurs en témoin que malgré la ténacité et la férocité, si vous voulez, de la grippe, elle n'a pas pu avoir raison des membres du jury et ils ont fait leur réquisitoire dans les règles de l'art avec la même
verve. Donc, il me plaît de m'aligner tranquillement derrière ces deux réquisitoires, Monsieur le ministre, pour vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. D'abord, vous remercier. Comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de venir débattre parce que vous avez vraiment des bons débatteurs qui ne vous font aucun cadeau, qui ne laissent rien passer. Et je voudrais aussi, dans ces moments particuliers pour notre pays, que nous œuvrons tous pour vraiment essayer, une fois pour toutes, de résoudre ces problèmes-là. C'est une question d'homme. Il n'y a de valeur que d'homme. Et je crois que si il y a une bonne conjugaison des bonnes volontés dans la sincérité et dans l'humilité, nous pourrons résoudre ces problèmes. L'homme au départ et l'homme à la fin, c'est sur cette note que prend fin ce numéro de notre émission Grand Jury qui recevait comme invité Dr Ahmed Sow, ancien ministre des Mines et de l'Énergie, aujourd'hui expert international. Allez-y. Et je pense qu'il faudrait associer les remerciements du grand jury aussi, les partis politiques, les associations qui ont félicité les FAMA. Oui. Nous aussi, au grand jury ici, nous félicitons et encourageons vraiment les FAMA pour vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, félicitations aux FAMA. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la ville malienne de Kidal. Au revoir.